Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans le fauteuil. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle soirée NFL, la 13e soirée NFL de la saison NFL 2023. Je dis beaucoup de fois NFL pour cette intro. J'espère que vous allez bien. Bonjour à Dadegan, bonjour à Orlin, à Coinzel, à Seahawksman, à Marie1212 pour son... Merci à elle pour son abonnement Prime. 18e mois d'abonnement, dont 6 mois consécutifs, c'est magnifique. Bonjour à Romanitou, bonjour à Frère, Casto, Guigui Tweak, Pastaga aussi, abonnement Prime, 13e mois consécutif, 6e mois consécutif, dont 13 mois d'abonnement au total, Adija, Dadegan, Scornieux, abonnement aussi, merci également, Train de Hype est arrivé à 100%, c'est superbe, c'est magnifique, quel début d'émission incroyable, et bonjour à tous ceux qui sont arrivés un peu avant, j'espère que vous allez bien, on est encore ensemble pour une très belle soirée, pour un très beau fauteuil, pour un beau match ensuite, enfin il y a plein de choses au programme comme d'habitude. J'espère que vous allez très très bien, je me répète. Les présentations d'usage, vous avez l'habitude, l'émission elle vous est présentée par Unibet, partenaire pour les paris en ligne sur la NFL, c'est ici que ça se passe. Je vous mets le lien dans le chat. Bonjour à Nico Cyborn, premier message dans le chat, bienvenue à lui. Bonjour à JD Fox et à tout le monde. Donc je disais, je sors quoi d'un dimanche raclette. Ah ouais, ouf. Félicitations Romanitou, c'est bien ça, c'est pas mal. Donc je disais, bienvenue à tous, on a pas mal de choses au programme. La première chose, c'est donc le Unibet, le sponsor. Derrière, nouveauté, j'aime bien cette nouveauté parce que c'est vraiment la nouveauté de l'année. L'année dernière, c'est le truc qui a le plus cartonné sur le Tipeee de TDA. C'est tipeee.com/touchdownactu et là, je vous présente en avant-première, parce qu'on l'a pas, je l'ai mis il y a 10 minutes sur le Tipeee, et il sera en lien sur le site, on va faire un article demain je pense, mais je viens juste de le mettre sur le Tipeee, donc vous êtes les premiers à le découvrir. Le calendrier 2024 de Touchdown Actu, c'est le truc qui a le plus cartonné l'année dernière sur le Tipeee, parce que c'est toujours pratique, c'est un petit calendrier cartonné à 4. Dessus on vous a mis quand même, vous voyez, regardez, playoff wildcard, playoff divisional, Super Bowl, début de la free agency est là, draft est là, je ne sais pas me diriger avec une caméra quand c'est inversé, voilà, exactement. Donc le calendrier 2024, c'est facile à aimanter sur le frigo, comme vous le dites. Alors, deux couleurs différentes, il est pop avec c'est quasi rose, c'est un fuchsia, on va dire, violet peut-être, je sais pas comment définir ça, et bleu turquoise sur l'avant, et c'est rouge et noir sur l'arrière, c'est plus les couleurs traditionnelles de TDA sur l'arrière, et puis plus fun sur l'avant. Gros merci à Ben, notre graphiste, qui a fait ça, et on change un peu les couleurs, on a changé les couleurs déjà sur le marque-page, on change les couleurs sur le calendrier cette année, on a envie de faire des trucs un peu plus pop, on garde toujours le logo TDA, mais on le change de couleur. Donc voilà, celui-là il est cool, on l'a mis sur Tipeee, je vous remets le lien, on l'a mis à 10 €, c'est un peu un dilemme sur les prix, évidemment c'est toujours plus cher que ce que ça vaut sur Tipeee, parce que évidemment si on vous vendait le truc pile poil au prix sans faire de marge, c'est pas le principe du Tipeee, je vous rappelle, c'est que ça paye la rédaction, c'est-à-dire que je ne touche rien personnellement sur le Tipeee, ça va à la rédaction, c'est-à-dire que ça paye les mecs qui font les podcasts, ça paye les restos de l'équipe, ça paye notre community manager, ça paye un peu les graphistes, etc., etc. On a mis 10 €, honnêtement on hésite entre 10 et 15, après on sait que c'est un peu c'est compliqué pour tout le monde en ce moment, l'essence est chère, tout augmente, etc., etc. Donc voilà, donc le but c'est 10 balles, voilà, pour un petit calendrier. Là-dessus, pour être transparent, sur les 10 €, il y a 7% qui vont à Tipeee, il y a 20% de TVA et il y a 15% d'URSSAF, voilà, et plus l'enveloppe et le timbre, plus l'impression. Je sais pas combien ça reste, je vous laisse faire le calcul, mais voilà, donc c'est pour vous donner un peu le détail en tout cas. Ouais, on en fera gagner un au quiz. J'ai pas les enveloppes pour l'envoyer, j'ai réalisé ça en le prenant en photo tout à l'heure. J'ai pas encore les enveloppes craft, mais ouais, il est très sympa ce calendrier. Donc on l'a mis à 10 €. On préfère qu'il soit moins cher, mais qu'il y ait plus de monde qui puisse l'avoir. Et peut-être en vendre plus, c'est aussi le calcul, on va pas se mentir. Donc voilà, il est disponible sur Tipeee. J'ai déjà mal à la gorge, ça c'est pas une bonne nouvelle. Il reste 1h20 d'émission. Alors j'ai pas mal à la gorge parce que je suis malade, contrairement à il y a 2 semaines où j'avais chopé la crève et je suis sorti de M6
Et le lendemain, j'ai été KO. Non, là, j'ai mal à la gorge parce que j'ai chanté pendant 1 heure en préparant l'émission. Le programme du jour. Je vous mets les liens vers les réseaux sociaux si vous voulez les suivre. Et surtout, je vous mets les liens. Alors, pour ceux qui demandaient, boum, Sisplay, c'est Saints Lions aujourd'hui, commenté par Lucas Vola et Grégory Richard. Le programme du jour, l'actualité, vous avez l'habitude, les matchs de jeudi, ensuite le match de jeudi, pardon, puisqu'il n'y en a eu qu'un cette semaine, contrairement à la semaine dernière. Vos questions, évidemment, en permanence dans le chat, n'hésitez pas, faites-vous plaisir si vous en avez, c'est le moment. 18h, notre invité, ce sera Marc-Angelo Souma, le manager général des Mousquetaires de Paris, l'équipe d'European League of Football. J'ai un trou, je veux tout le temps dire EFL, mais c'est bien ELF. Merci à Arena eSport Bar qui s'est abonné avec Prime. Nous avons obtenu toutes les émoticônes de niveau 1, visiblement. Quel soutien incroyable, le train de la hype, etc. etc. Donc, Marc-Angelo Souma, donc ça va être très très intéressant évidemment, puisqu'on va parler de la première saison des Mousquetaires de Paris. On va avoir un petit peu ses impressions, comment ça s'est passé, est-ce que c'était à la hauteur des attentes, et il est bien là, ne vous inquiétez pas. Les meilleures cotes évidemment après, les pronostics, le quiz, et vous avez l'habitude, quiz évidemment plutôt Paris, puisque il faudra bien écouter ce qui se dit avec l'invité. En général, souvent vous me demandez c'est quoi le thème du quiz. Généralement, le thème du quiz c'est le même thème que le thème de la semaine. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va parler un petit peu de l'actualité et on va commencer tout de suite avec le jour de match du jour qui est évidemment Joe Flacco, quarterback. Il a été signé il y a quoi, il y a une semaine, puisqu'il est en civil hein, pour le dernier match des Browns. Donc Joe Flacco, déjà titulaire. Dorian Thompson-Robinson a une commotion cérébrale. Et donc Joe Flacco qui va comment dire, être titulaire. Alors le pauvre PJ Walker, il avait eu sa place quand même, il avait été titulaire une fois. Ils avaient remis Dorian Thompson-Robinson à sa place. Finalement, ils préfèrent signer et faire jouer Joe Flacco tout de suite que de redonner une chance à PJ Walker. Bon, drôle de carrière hein, quand même, PJ Walker, qui avait eu quelques matchs chez les Panthers, qui a eu quelques matchs chez les Browns. Voilà, bon, en tout cas, Joe Flacco, 38 ans, MVP du Super Bowl il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans. En l'écrivant, je me disais, waouh, février 2013, donc c'était il y a 10 ans et demi que Joe Flacco était MVP du Super Bowl, et donc c'était déjà sur TD Actu à l'époque. C'est ça qui est assez dingue, c'est que c'était déjà sur TD Actu. Je me rappelle, on avait fait le Super Bowl, on avait fait une émission en direct dans un bar avec Raphaël et Camille, que je salue s'ils écoutent évidemment. Donc Joe Flacco signé, il devrait jouer ce dimanche Myles Garrett, Chris Godwin, Keenan Allen, Devon Achane, Jesse Horn, Chris Olave, Minka Fitzpatrick et Treylon Burks. Joueront pas Cam Taylor-Britt, Denzel Ward et Mike Green des Buccaneers placés sur la liste des blessés. Zach Ertz n'a pas été réclamé, donc il va pouvoir signer avec qui il veut, et les Jets ont coupé Adrian Amos. J'ai mis ça, c'était une petite picounette pour les Patriots. Qui m'ont fait rire, c'est qu'en effet, Jabril Peppers s'est fait gauler par les micros de NFL Films à la fin du match contre les Giants, où il a dit, alors j'ai traduit par tu as de la chance qu'on soit nul, mais en fait il lui a dit you are lucky, we are ass. Donc ça veut dire on pue du cul quoi. Quelque chose comme ça, je suis désolé. Hein. Donc voilà, je trouvais ça assez drôle et du coup il a dû s'excuser derrière, quoi. Comme si on n'avait pas tous remarqué que les Patriots c'était nul, ils sont à 2 victoires, ils sont pas bons. Je pense qu'il n'y a aucun joueur dans l'effectif qui va contester ça. Bon, c'est vraiment l'hypocrisie. On est dans une ère de... C'est pas qu'on peut plus rien dire, c'est juste qu'on est dans une ère d'hyper-communication dans le sport. Donc il faut maîtriser tout, quoi. Oh là là, il avait pas... Oh, c'est tellement mal qu'il ait dit à un adversaire qu'ils étaient nuls. Bon. On passe, petite bannière, d'ailleurs je souligne, ils ont fait une belle bannière chez Brooklyn Fizz, nos partenaires épicerie américaine lyonnaise qui vend aussi plein de casquettes, etc. de football américain. N'hésitez pas à cliquer sur la bannière et aller faire un tour chez eux, il y a plein de trucs sympas. Et ils ont essayé d'innover justement, de faire une bannière qui était jolie, qui n'était pas intrusive. Je fais vraiment un aparté parce qu'elle me tombe sous le nez là. On est content quand on a des pubs qui s'intègrent bien au site, parce que voilà, c'est une pub avec un logo de football américain, avec une équipe de football américain, etc. Et Jean-Charles chez Brooklyn Fizz m'a dit tiens, on va tester une bannière un peu originale, pas avec des gros trucs écrits en gros dessus, etc. Je trouve qu'elle est plutôt cool, donc n'hésitez pas à aller faire un tour chez Brooklyn Fizz. Voilà pour l'aparté. Actu de la semaine, évidemment, Aaron Rodgers sort de la liste des blessés. Alors je vais pas vous mentir, moi je suis
dubitatif depuis le début de la semaine et depuis toutes ces rumeurs de retour, etc., etc. Moi, je suis dubitatif. J'aimerais vraiment bien savoir. On le saura peut-être jamais d'ailleurs, mais pour quelqu'un qui se plaint tout le temps que les médias sont méchants avec lui, etc., je serais quand même curieux de savoir à quel point Aaron Rodgers avait vraiment une rupture totale du tendon d'Achille ou pas. Ce qui n'est pas un problème en soi, ça me dérange pas. S'il dit j'avais en fait c'était une déchirure partielle, ça m'a permis de revenir vite, etc. Je pense que c'est compliqué quand même de faire un truc que personne n'a fait. C'est-à-dire que il a 40 piges, il revient d'une déchirure totale du tendon d'Achille en 3 mois et demi. Kobe Bryant avait mis 8 mois alors qu'il avait 37 ans. Alors c'était il y a quelques années, hein, mais Kobe Bryant n'était pas le dernier pour taffer, on va dire, en théorie, au niveau de la guérison. Donc je, je, je suppose quand même que c'est une déchirure partielle. Ça me paraît quand même un petit peu suspect. Voilà, et comme Aaron Rodgers, c'est pas le dernier à se faire gauler en flagrant délit de mensonge en conférence de presse. Voilà, c'est le problème aussi avec Aaron Rodgers, à force de se plaindre et de jouer sur les mots, etc., c'est qu'on ne le croit plus. Donc moi, je ne le crois pas, en fait, à l'heure actuelle, donc on verra bien ce qu'il en est. Mais j'ai du mal à le croire. Ou alors, parce que si vous regardez quand même les records de guérison d'un tendon d'Achille, c'était en NFL pour... merci à Alicia pour le type. Ah oui, c'est ça, tous les bips que j'entends, c'est les bips de Tipeee. On les entend pas trop. Donc oui, comment dire, j'ai du mal à croire. Donc le record pour un tendon d'Achille, c'était 4 mois et demi, c'était Cam Akers. Cam Akers, il avait 22, 23 ans, quelque chose comme ça à ce moment-là. Et sinon, en grattant et en cherchant, le record pour un athlète qui avait réussi à revenir d'un tendon d'Achille en 3 mois et demi, c'était un athlète russe aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Voilà. Il y avait eu quelques... Donc il y en a un qui a réussi. Euh, Voilà, c'est tout. Donc, mais voilà. Donc, mais peut-être qu'il a qu'une déchirure partielle et que c'est très bien, c'est super. Tant mieux s'il revient. Tant mieux pour lui. Mais voilà, j'ai du mal à mordre au storytelling actuel. Le fait est qu'il s'entraîne, le fait est qu'il reviendra peut-être, peut-être pas. Je pense qu'en plus, ça l'arrangera bien si les Jets perdent, parce que c'est ce que j'ai déjà dit dans un podcast, mais il pourra faire ah mince alors, j'étais prêt à revenir, mais oh, je vais pas revenir parce que bah, on perd, ça sert à rien. Voilà, donc on saura jamais. Mais voilà. Permettez-moi d'être très dubitatif sur soit la nature véritable de la blessure, soit la nature de la guérison. Mais il y a quelque chose qui m'échappe. En tout cas, il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans. Moi, voilà. Donc, mais encore une fois, ou alors il aime bien, parce que là, il est vraiment dans un truc d'auto-promo permanent. Hein, maintenant, Aaron Rodgers, Aaron Rodgers parle d'Aaron Rodgers toutes les semaines, etc. Donc, voilà. Moi, j'en sais rien. Soit il n'avait pas vraiment une déchirure totale, soit il pipote jusqu'au max et qu'au moment où il pourra revenir, il dira ah ouais mais en fait les King Game Pass, pas grave, je reviens l'année prochaine et on saura jamais vraiment si t'es en bonne santé quoi. Voilà. Très bien. Pour Aaron Rodgers, on a fait le tour. Calendrier de la semaine 15 mise à jour. Je l'ai mis dans l'actualité de la semaine parce que je voulais quand même vous rappeler d'aller faire un tour sur la page calendrier du site. Ils ont modifié pas mal de trucs pendant les. Alors, la semaine prochaine, ce sera encore une semaine normale. Et après, les semaines du dimanche 17 et du dimanche 24 décembre, je regardais mon calendrier qui est au-dessus de moi. C'est 2 semaines un peu particulières puisqu'il y aura des matchs aussi le samedi. Donc, jeudi, samedi, dimanche, lundi. Donc, la semaine 15, c'est le cas. Le samedi 16 décembre, il y aura des matchs à 19h et 22h30. Le dimanche, il y a des matchs qui ont été reprogrammés. Enfin voilà, il s'était laissé un max de longitude, de latitude, hein, les gens de la NFL. Donc là, ça y est, ça commence à s'organiser. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour régulièrement sur la page calendrier du site parce que ça bouge pour les derniers matchs. Est-ce qu'il y aura des fauteuils, pardon. Oui, il y aura des fauteuils pour Noël. Il y aura des fauteuils pour Noël. On avait évoqué un peu le sujet. C'est simple, le fauteuil du 24, il sera avancé au 21, le fauteuil du 31, il sera avancé au 28. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des fauteuils le dimanche, on aura des fauteuils le jeudi. On les annoncera évidemment un peu en amont et on poussera ça, l'info au maximum. On essaiera de le faire tourner au maximum. Il nous a semblé évident que personne regarderait le dimanche 24 au soir. Le fauteuil et il nous a surtout semblé, pour être très transparent, évident qu'on n'avait pas les moyens humains d'assurer tous nos programmes habituels le dimanche 24 au soir, puisque évidemment l'immense majorité de l'équipe fera Noël.
Donc en fait, on fera le fauteuil le jeudi soir et moi en fait je ferai le match sur M6 le 24 au soir et on n'avait personne. En fait, je pouvais pas faire à la fois le fauteuil et le match sur M6 puisque je peux pas être physiquement à deux endroits à 2 minutes d'intervalle. Donc voilà, donc on pouvait pas faire les deux et de toute façon on se disait que personne ne regarderait le fauteuil un 24 au soir. Donc on va le faire le jeudi et on fera pareil pour le 31 a priori. Ça part là-dessus. Alors là, en l'occurrence, je pourrais faire le fauteuil puisque c'est pas moi qui commenterai sur M6. C'est Lucas qui sera dessus. Mais a priori, on va faire aussi le jeudi. Donc voilà, pendant les vacances de Noël, on fera les fauteuils le jeudi. On fera un article pour annoncer tout ça. Pour finir sur l'actu, Zach Ertz coupé par les Cardinals. Il est prêt. Il est prêt à récupérer. On l'a dit, il est passé sur le waiver. Personne ne l'a récupéré. Et puis, Von Miller accusé de violence domestique, malheureusement, c'est aussi une des infos de la semaine. C'est des accusations, voilà. Il y avait déjà eu une enquête apparemment sur Von Miller quand il était aux Rams, mais on n'avait jamais su pourquoi il y avait une enquête sur lui. Est-ce que c'était pour le même genre de motif? J'ai cru voir passer que oui, mais je ne veux pas vous le confirmer sans être sûr. En tout cas, voilà, là, c'est bien des accusations de violence domestique. J'ai épargné les détails là-dedans parce qu'ils sont sortis après l'article, pour être honnête en plus. Au moment où l'article là sur le site est sorti, on avait assez peu de détails. Les détails qui sont sortis du témoignage et du rapport de police sont assez terribles, c'est-à-dire qu'on parle vraiment d'agression violente. Voilà, donc on en saura probablement plus dans les semaines à venir. On va enchaîner, vous le voyez, ce qui arrive, c'est le match. Je suis désolé, j'ai déjà mal à la gorge. Ce qui arrive, c'est le match de la semaine. Et pour ce match de la semaine, nous allons accueillir un membre de l'équipe TDA pour débriefer. Est-ce que. Alors, on va le laisser arriver à l'antenne tout doucement. Je vais régler son son. Hop, alors non, j'avoue que j'ai pas vu la Coupe de France de flag. Je vois Vitality sur le chat, mais n'hésitez pas à donner les scores dans le chat. On va passer en invité. Il est où mon invité? Ah, il est là. Ouais, mais alors attendez, parce que si je vous mets là, ça va être une inception voilà, ça va être une inception. Vous allez voir tout le monde. Est-ce que tu m'entends, Victor? Bonjour Alain, bonjour à tous. Comment Oui, ça je va? t'entends bien. Bon. Ça va, ça va. Oula, c'est gros pull là, il fait froid. C'est gros pull, c'est maladie longue durée là. Ah oui, j'allais dire, c'est gros pull, petite voix aussi. Ah bah oui, oui, toute la semaine, ça a été un peu compliqué, mais on a réussi à faire en sorte. Bah alors, à chaque fois qu'on parle, il y en a un de nous deux qui est malade. On était ensemble à M6 quand je suis tombé malade. C'est de ta faute si je suis tombé malade, je te rappelle. Avec 3 semaines de retard, j'avais mieux depuis. Non, mais moi, ça fait 2 semaines, je suis malade et je m'en sors pas, mais Ah c'est un mince. autre débat. Bon, Mais, bon bah écoute, mais je suis suffisamment en forme pour parler NFL. je culpabilise maintenant. On va parler du match, Victor, entre les Cowboys et les Seahawks. Et vous le voyez sur le site, ça a donné. Voilà, a offert un abonnement. Alors merci à Belgarat 900 qui a offert des abonnements, qui a offert 4 abonnements à la communauté TD Actu. Donc merci beaucoup. Belgarat qui a déjà offert 14 abonnements, on me dit. Donc merci beaucoup. Ça tombe dans tous les sens au niveau des abonnements. Donc, je disais, on va parler du match entre les Cowboys et les Seahawks. La défense de Dallas se réveille à temps, c'était le titre sur le site, Victor. On a eu un match très offensif, et puis les bons stops de la défense de Dallas pour boucler l'affaire. Dak Prescott MVP? Oh bah en tout cas, il est clairement dans la discussion. Il est clairement dans la discussion. C'est-à-dire qu'en fait, les Cowboys en tant qu'équipe ont perdu les gros matchs qui sont, on va dire, présentés à eux, les Niners, les Eagles. Mais Dak Prescott n'a pas été mauvais dans ces matchs-là. Donc globalement, il est bon toute la saison. Il va peut-être lui manquer la performance, tu sais. Pourquoi pas dans une semaine contre les Eagles, le moment où il porte son équipe pour une victoire vraiment magique, historique ou tout ce que tu veux. Mais globalement, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il est très bon semaine après semaine. Il progresse vraiment. Il a eu une saison catastrophique l'année dernière, plein d'interceptions, beaucoup de monde lui sont tombés dessus, etc. Cette année, il enchaîne les performances de très haut niveau, malgré une ligne moyenne avec beaucoup de blessés tout au long de la saison, et malgré des cibles qui, à part CeeDee Lamb, sont des cibles, on va dire,
moyen plus, mais pas des All-Pro. 29 sur 41, 299 yards, 3 touchdowns, vous le voyez à l'écran, il a aussi 23 yards au sol. En tout cas, ça a été un très bon match pour Dallas offensivement. Et puis, on a Micah Parsons qui sort au bon moment. Lui, c'est vraiment le MVP défensif. Et lui sort cette performance. On parle souvent des TJ Watt, des Miles Garrett qui surgissent en fin de match pour conclure. Il commence à rentrer dans ce domaine-là. Oui, après, sur cette action-là en particulier, ils avaient fait le choix de ne pas le bloquer, qui était une stratégie, par exemple, que les Eagles avaient fait il y a un an. Mais dans ce cas-là, il faut que ton quarterback soit vif et lance sa balle avant, en fait. Hmm. Là, c'est plus, à mon avis, une erreur de Geno Smith. Mais ça n'enlève rien au fait que Micah Parsons est un des tout meilleurs défenseurs de la ligue. Alors, qu'est-ce qu'il a manqué à Seattle sur ce match? Parce que mine de rien, il marque quand même 35 points. C'est vraiment juste ça, c'est le côté clutch, ou c'est justement Ah plus à la bah, défense qu'il faut reprocher des choses? non, non, c'est en fait, si tu veux, ils mènent, ils sont menés 14-20 un peu avant la fin du premier quart-temps. Ils enchaînent les belles actions, ils mènent 28-20 dans le troisième quart-temps. Et c'est à ce moment-là qu'il y a l'interception, qu'il y a le drop de Tyler Lockett, et ces deux erreurs individuelles, elles leur coûtent le match, Hmm. tout simplement. Donc, ce qui leur a manqué, c'est d'éviter de faire les erreurs terribles au pire moment. Hmm. C'est-à-dire vraiment, ils ont loupé le coche à la fin de troisième quart. Alors oui, bien sûr, la défense, quand tu prends 41 points, tu dois être montré du doigt. Et c'est dur de tout mettre sur l'attaque qui a marqué 35 points. Mais la réalité, c'est que c'est des erreurs individuelles offensives pour moi qui ont coûté le match. Après cette défense, moi je suis désolé, mais elle joue au niveau attendu sur le papier. Elle a un pass rush qui est diminué. Elle a des linebackers pas au niveau. Bobby Wagner, grand respect pour la légende, tout ça, il est cramé. Et les defensive backs ne sont pas forcément au niveau d'année dernière. Donc globalement, je crois que les Seahawks vont devoir vivre avec cette défense toute la saison. Bon, mine de rien, en attaque, il y a un gros match de DK Metcalf. Oui. Je vais pas dire qu'on commençait à l'oublier, mais ça fait du bien de le voir marquer 3 touchdowns et empiler 134 yards. Mais il a écrasé Blend en première mi-temps, parce que je crois qu'il met 130 yards et 2 touchdowns sur la tête de Blend. En deuxième mi-temps, on voit qu'il a été changé de défenseur et il a été moins impactant. Bon, Blend s'est un peu rattrapé, puisque si je ne dis pas de bêtises, c'est lui qui fait l'interception. Mais en tout cas, oui, Metcalf, très bon dans la première mi-temps. Finalement, c'est l'homme d'habitude le plus fiable, Lockett, qui a Hmm. peut-être manqué, et sur l'interception et sur le drop, qui a peut-être manqué un peu d'envie sur ce match. Gino Smith, 23 sur 41, 334 yards, 3 touchdowns, une interception. Bon, il y a eu une interception, mais on peut pas lui reprocher grand-chose, j'ai l'impression. Oui, en plus, l'interception, elle n'est pas dégueu. Hmm. C'est juste un duel défenseur-attaquant qui est gagné par défenseur. Non, Geno Smith, super, super. Très bon match. Alors, bien sûr, il ne rentrera pas à la maison content parce qu'il a perdu, mais il peut être satisfait de sa prestation individuelle. On va terminer en parlant quand même des perspectives de ces deux équipes. Dallas est à 9 victoires, 3 défaites. On est quand même sur une équipe là qui s'affirme parmi les prétendants parce que ça colle 41 points à Seattle. Il y a des fulgurances défensives. Alors, ils ne sont pas au niveau défensif pendant tout le match sur ce match-là, mais on sait qu'ils peuvent l'être. Donc, ils s'affirment quand même parmi les favoris de la NFC. Oh bah, la NFC, ça a l'air d'être une course à 4, hein. Sauf énorme surprise, c'est Eagles, Cowboys, Lions, Niners. Sachant qu'un des quatre sera tête de série numéro 5, enfin, les Eagles ou les Cowboys. Parce que les Lions et les Niners devraient gagner leur division. Mais j'ai pas l'impression qu'affronter au premier tour des playoffs le vainqueur d'NFC Sud soit particulièrement le truc le plus difficile C'est à jamais. faire sur Terre. Bon, C'est jamais. mais c'est clair, ils sont dans le top 4. Et ils n'ont pas encore perdu le premier seed, hein. Ils sont à 2 victoires des Eagles. Imaginons que les Eagles perdent ce soir contre les Niners. Imaginons qu'ils les battent en confrontation directe dans une semaine. Tout serait relancé. Donc, pour l'instant, ils sont clairement en playoff, à minima 5e seed. Enfin,
tête de série numéro 5, un Maxima tête de série numéro 1, et il va falloir qu'ils se battent semaine après semaine. Attention quand même à une fin de saison pas facile, parce que de tête, il y a Dolphins, il y a Bills, il y a Eagles, évidemment. Il fait tout de tête, regardez cet homme, je vais même pas à sortir. Eagles, Bills, Dolphins, Lions, Commanders. Ouais, c'est ça. Parce que, non, mais c'est la NFCS. Je connais les calendriers de la NFCS. Donc, ouais, mine de rien, Eagles, Bills, Dolphins, Lions. C'est dur. Mais c'est aussi le moment de prendre un bon élan, parce que c'est une équipe de Dallas à laquelle on a souvent reproché de ne pas être chaude au bon moment, c'est-à-dire en décembre-janvier. Là, ça va être le moment de voir s'il chauffe au bon moment. Pour Seattle, c'est pas facile non plus, parce que derrière, il y a 49ers Eagles. Ça va faire très très mal. Ils sont à un bilan équilibré. Alors évidemment, pour Seattle, c'est tout à fait différent. Ils sont à 6-6. 49ers Eagles, Titans Steelers Cardinals, ça s'adoucit sur la fin. Mais la lutte pour les playoffs, elle va être terrible pour Seattle. Ah ben, disons que 9-8... En NFC, tu peux espérer être en playoff, mais c'est pas garanti. Et il va falloir aller en gagner 3. Alors théoriquement, c'est Cardinals, Titans, Steelers, mais les Steelers sur un match, les Titans sur un match, pas évident. Donc s'ils avaient la bonne idée d'aller en choper un contre les Niners, contre les Eagles, écoute, ça leur ferait du bien, sachant que psychologiquement, après, c'est peut-être mon côté biaisé, mais les Seahawks ont battu les Eagles à chaque fois depuis 15 ans. Donc, ils ont un petit avantage psychologique. Pete Carroll aime bien affronter les Eagles. Mais c'est sûr que là, ils sont en danger éventuel de louper les playoffs. La chance qu'ils ont, c'est qu'en dehors des 5 dont j'ai parlé, donc des 4 champions de division plus celui de NFCS qui ne sera pas champion de division, derrière, c'est quand même pas terrible. Hein. Les 6 et 7, ils vont passer sûrement avec des bilans proches de l'équilibre. Donc, on verra. Eh ben, merci beaucoup, Victor, pour ce débrief du match entre les Seahawks et les Cowboys. Repose-toi bien. Oui, non, mais t'inquiète pas, là, il n'y a plus que ta voix. Ça va très bien. Il y a de l'inquiétude pour la voix sur le chat, donc repose un peu de miel, tout ça, tout ça. Non, mais j'avais annoncé en septembre, j'ai eu des lésions des cordes vocales, donc ça risque malheureusement de me suivre pendant encore quelques mois. Bon, repose-toi bien en tout cas. On te retrouve pour la preview, je crois, cette semaine. Oui, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Très bien. Eh bien, écoute, à très bientôt, Victor. Merci Alain, merci à tous. Salut. Ciao, ciao. On va faire un petit point pause. On va attendre notre invité qui ne va pas tarder. Il est programmé pour 18h. On va passer la pub juste avant, en plus, que notre invité arrive. Comme ça, ce sera fait. Et puis, on sera tranquille. Je rappelle notre invité qui sera donc Marcangelo Souma, le GM des Mousquetaires de Paris. J'attends que la pub arrive. Elle doit arriver à 18h pile. Comme ça, je passe la pub. Et puis, notre invité enchaînera derrière. Un petit Tipeee pour une séance de phoniatre pour Victor. Ben non, mais il l'a dit, il a eu des petits problèmes avec ses cordes vocales, donc malheureusement ça n'a pas été facile, mais vous inquiétez pas. Il va faire ce qu'il faut. Si vous avez des questions sur le chat, c'est le moment. Si vous avez des questions pour notre invité, n'hésitez pas aussi à commencer à les mettre. Je vous rappelle qu'on va parler des Mousquetaires de Paris. Si vous avez des questions sur autre chose, vous pouvez évidemment les mettre aussi. On a encore une petite minute ou deux. Voilà, je le vois qui vient d'arriver dans la salle d'attente. Je vais le mettre en ligne. Alors, on va mettre la pub. Ah bah, je peux mettre des... Qu'est-ce que je fais? La pub commence. Est-ce que je peux pas lancer la pub tout de suite? Prochaine coupure pub. Report 1, 2, 3. Mais non, mais j'aimerais bien la lancer tout de suite. Je vais pas attendre 3 minutes. Bon, alors il y aura peut-être la pub au début. De notre invité. Je m'en excuse évidemment. On va passer donc sur notre invité de la semaine. Allez, les 18h. Je vais prendre une petite gorgée d'eau, excusez-moi. On a tous des petits rhumes en ce moment, je crois. On va mettre notre invité en ligne. Il est 18h pile et on va voir si il nous entend. Marcangelo Souma, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Bonjour Marcangelo, enchanté. Bonjour à vous. Eh ben, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. C'est toujours bon de pouvoir parler
de projet comme on va en parler. Ah bah ouais, et on a beaucoup de choses à dire parce que ça a été une première année faste quand même pour les Mousquetaires de Paris. D'ailleurs, c'était un peu ma première question. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Parce que mine de rien, vous avez mis entre 3 et 5 000 personnes dans le stade Jean-Bouin tous les 6 fois. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ça marche si bien? Bah, au niveau du nombre, on s'attendait à même mieux, D'accord. d'accord? Parce que on avait visé plus haut. Par contre, il y a une chose sur laquelle on a été vraiment surpris, c'est l'engouement que le public a pris dès les premiers matchs. Mm. Ça veut dire qu'ils ont vraiment adhéré à l'équipe, à l'identité de l'équipe, aux valeurs, et il y avait une ambiance de folie. Mm. Et c'est ça qui nous a vraiment convaincus. Donc merci à tous ceux qui sont venus au match, c'était vraiment merveilleux. Alors on le rappelle, vous êtes manager général des Mousquetaires de Paris, l'équipe française d'European League of Football. Vous êtes quand même aussi le premier Français formé en France qui a participé à un camp d'entraînement NFL, c'était avec les Browns en 2003. Alors ça ne nous rajeunit pas, c'était il y a 20 ans quand même cette année, vous fêtez vos 20 ans avec les Browns. Ah, c'est dur, c'est très compliqué. Bon, bah, ça veut dire que vraiment j'ai raccroché ma carrière là. Bon, vous suivez encore un peu les Browns non, maintenant? Oui, beaucoup, beaucoup. D'autant plus que bah, je bosse sur Bein Sport pour la NFL. Et donc, bien entendu, à chaque fois qu'il y a les Browns vu les Eagles, eh ben, je regarde avec une attention particulière. Ouais, c'est votre troisième casquette, j'allais y venir, consultant sur beIN Sport aussi, donc vous êtes à fond dans le football américain, encore 20 ans après quand même, après avoir quitté les terrains. On nous dit sur le chat, hein, c'était top à Jean-Bouin, en effet, on a eu beaucoup de retours aussi sur cette ambiance au stade. On va commencer aussi un peu par le sportif pour la première question. 6 victoires, 6 défaites. Pas de play-off, mais 4 victoires pour terminer. Est-ce que le bilan de la saison est positif pour vous sur le plan sportif? Alors, sur le plan sportif, il y a d'abord objectivement, oui, faire 6-6, c'est bien. Être si proche des playoffs, c'est bien. Quand on regarde nos 6 défaites qu'on font face à 3 équipes, et ces 3 équipes étaient en demi-finale. Donc, ça veut dire que nous, on s'est mis au niveau du jeu de l'ELF. Hmm. Bien entendu, nous sommes des perfectionnistes et on voulait plus. On voulait plus. On voulait ces playoffs dès la première année. Donc, on les a loupés, on comprend. Mais ça a été pour nous un fantastique apprentissage. Parce que avec ces 3 équipes qui ont participé aux demi-finales, on a appris ce que ça prenait de vouloir aller au bout en ELF. Et c'est ce qui nous permet, dès la deuxième saison, d'ajuster le tir pour être hyper ambitieux encore. 40-12 dans le dernier match, 50-9 la semaine d'avant. Ça a quand même terminé sur 2 gros cartons. Le quarterback Zachary Edwards, c'est 4e meilleur passeur, 6e meilleur coureur de la ligue. Le but, c'est quoi? C'est qu'il reste l'année prochaine parce que ça a l'air d'être un peu le franchise player quand même. Le but, c'est qu'il reste l'année prochaine parce qu'on a trouvé, on ne s'est pas trompé sur ce recrutement. C'est un très bon quarterback. C'est une très bonne personne. C'est un très bon leader pour notre équipe. Il y a plein de leaders français et c'est ça qu'on avait, comment dire, on avait cette problématique on a suffisamment de leaders français. Il nous faut un leader qui n'empiète pas sur les pieds des leaders français. Et on l'a trouvé en la personne de Zachary Edwards. Donc, bien entendu, le but, c'est de le garder et de continuer avec lui. Mais c'est aussi d'aller plus loin dans la construction de l'effectif. Parce que, comme vous le savez, le quarterback, eh ben, c'est une pièce importante, mais c'est pas tout. C'est d'abord dans les tranchées qu'on construit la victoire de l'équipe. Pour expliquer un petit peu à nos auditeurs qui suivent pas, alors ils sont habitués à la NFL, c'est-à-dire free agency, draft, etc. Comment ça s'organise pour vous une intersaison là en ELF? Alors, première priorité, c'est de re-signer les joueurs que vous avez déjà. Il y en a pas mal. En plus, c'est des Français. Ils ont montré qu'ils étaient capables d'évoluer dans cette ligue. Et ce qui est important, c'est la marge de progression que nous avons par rapport à ce qu'on a montré l'année dernière. Donc, dans un premier temps, c'est de re-signer les joueurs qui étaient avec nous l'année dernière. Et ensuite, c'est quelque chose qu'on a fait même avant la fin de la saison, cibler nos manques et aller adresser ces manques. Soit par des joueurs européens, soit par des joueurs américains, soit par de très bons Français, parce que la majorité du recrutement se fait sur les joueurs français. C'est les joueurs français qui donnent le tempo, c'est les joueurs français qui, par leur investissement et par leur travail, eh bien, donnent un peu l'esprit de l'équipe. Donc ça, on est en plein dedans, on est en plein dedans. Il y a des obligations non, d'avoir un certain nombre de Français ou pas du tout par rapport à la Ligue? Alors, c'est plutôt, ça fonctionne, il y a des obligations d'avoir un certain nombre d'étrangers. Et dans les étrangers, on peut différencier à la fois les joueurs américains, où on en a 4 max,
et les joueurs européens, où on en a 6. Ce qui fait que sur un effectif d'à peu près 60 garçons, eh ben, vous avez 10 joueurs qui ne sont pas comme on appelle homegrown, c'est-à-dire des joueurs qui ont été formés en France. C'est un avantage d'avoir beaucoup de joueurs formés en France parce que j'ai l'impression qu'on a quand même un vivier sportif qui est exceptionnel sur plein de sports et sur le football américain notamment, on a quand même une sacrée formation, l'élite, la Courneuve, le Flash, etc. Il y a plein de clubs qui produisent plein de bons joueurs. Bah, c'est en ça aussi que c'était très difficile d'être la France et de ne pas avoir d'équipe ELF. Parce qu'on est, allez, 3, 4e nation européenne. On figure bien partout. On sait que les joueurs français, ils sont pris partout en Europe et même au Canada, aux États-Unis. On a cette formation qui est merveilleuse. Et d'ailleurs, rien de tout ça n'est possible sans le travail des clubs et de la fédération qui, on peut les critiquer, mais ils font le boulot. La preuve, nous, on en bénéficie et on en bénéficie cette année, mais sinon, c'est les clubs européens qui ont bénéficié depuis des décennies. Donc, avoir un territoire comme la France, aussi riche en talent, aussi riche en production, aussi riche en formation, et ne pas avoir de franchise, c'était compliqué, c'était impensable. Donc, voilà pourquoi la franchise. Mais maintenant, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour nous que pour les Polonais de recruter de bons joueurs homegrown. Et comme vous avez vu, 80% de l'équipe doit être issue du pays. D'ailleurs, pour nous, c'est plus facile. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est quoi vos rapports? Parce qu'on parlait de la formation des clubs, etc. Mais ils vous ont vu arriver avec quel œil les clubs comme le Flash, etc. Est-ce qu'ils avaient peur de se faire cannibaliser? Parce que finalement, le Casse de Diamant, par exemple, c'est le 1er juillet, donc le LF avait déjà commencé. Pour être très direct, en fait, est-ce que les Mousquetaires prennent des talents qui pourraient être dans le championnat élite et que vous avez des problèmes avec ça? Alors, le premier exercice dans lequel on s'est mené, on s'est attelé quand on a constitué l'équipe, c'était de ramener les joueurs français qui jouaient déjà à l'étranger. D'accord. Ce qui veut dire que ces joueurs n'étaient déjà plus dans le championnat français. Et c'est ça qui faisait mal, parce que non seulement ils n'étaient plus dans le championnat français, mais en plus ils venaient plus en équipe de France. Alors, pour avoir coaché sur l'équipe de France, des fois c'était compliqué d'avoir des joueurs. Et Jean-Philippe Dinglor, le head coach, faut lui tirer son chapeau parce que des fois c'était vraiment, vraiment très, très dur. Donc notre première mission, c'était de ramener tous ces talents d'abord à domicile. Après, bien sûr qu'on a pris des talents aussi dans les clubs. Alors il y avait le Flash, il y a eu les Molos, il y a eu les Météores. On a pris les talents, ce qui veut dire qu'il y a certains joueurs qui étaient aussi en 2e division. Mais notre relation, dès le début de la création, c'était de collaborer, de coopérer avec tous les acteurs du foot français. Et c'est pour ça que dès le début, on a signé une convention avec la fédération. D'accord. Une convention de partenariat sur le haut niveau, sur aussi la formation à la fois des coachs et des talents. Et donc, on a participé même financièrement à cela. D'accord. Ensuite, on est rentré directement en contact avec certains clubs. Bien sûr, en particulier, c'était les clubs d'Île-de-France parce qu'on est plus proche d'eux. Et il y a certains clubs qui nous ont fortement aidés, surtout dans la constitution de l'équipe, tant au niveau du prêt de matériel que du soutien au niveau des coachs. Ce qui veut dire qu'il y a des équipes comme les Templiers, les Météores, même les Molos, les Cougars, avec qui la collaboration s'est faite naturellement. Et c'est ça qu'on cherche à pousser. Parce que finalement, le but de notre franchise, c'est d'être un peu la petite cerise sur le gâteau. Mais le reste du gâteau, c'est pas nous. Le reste du gâteau, ça reste les clubs qui font un super travail et qu'on veut mettre en avant. Ce qui veut dire que quand on a fini notre recrutement, tous les gens qui viennent pour rentrer aux Mousquetaires et qui sont pas forcément du foot américain, c'est ça qui est amusant. C'est qu'on a beaucoup d'athlètes qui veulent intégrer les Mousquetaires juste parce que ce sont des athlètes fantastiques et qu'ils ont des capacités incroyables. Eh bien, on les dirige vers les clubs de la fédération pour qu'ils en bénéficient et nous en bénéficions. Et au bout du compte, c'est de l'assistance tant sur le recrutement, mais aussi sur la formation des coachs. On a des coachs américains qui sont là, on veut les faire bosser pour qu'il y ait d'autres coachs français qui puissent émerger. Et d'ailleurs, ça a déjà été le cas avec Benjamin Comey,
qui était chez nous l'année dernière et qui maintenant est au Blue Stars de Marseille. On parle un peu là de la création, etc. Je vais revenir juste quand même sur un truc qui a beaucoup été mis en avant dans la communication de la franchise. Vous avez beaucoup parlé de l'identité de la franchise, c'est-à-dire la création des Mousquetaires. Vous aviez parlé de la classe à la française, représenter la France. Est-ce que l'objectif est rempli pour vous? Est-ce que les Mousquetaires représentent la France dans l'ELF? Alors déjà, oui. Oui, parce que ne serait-ce que par notre nom. Hmm. En Europe et dans le monde, vous dites mousquetaire, on sait qui c'est. Point. On sait directement c'est la France. Et c'est ce qu'on voulait faire aussi. Voilà. C'est avoir une forte identité française. Hmm. L'autre aspect qui nous aide dans cette identité française, c'est la construction du roster. 80% de Français, on sait que voilà, le tempo, le rythme, la culture de l'équipe, elle est donnée par les Français. Ensuite, c'est dans la communication et dans la manière de présenter l'événement. Il y a une inspiration américaine. Quand vous venez à nos matchs, bah, c'est un spectacle, d'accord? Mais c'est un spectacle qui est français. Et là, c'est le point sur lequel on n'est pas allé totalement au bout de la démarche, d'accord? On l'a initié avec des spectacles français, mais rapidement, pour mieux contrôler nos événements, on a dû couper un peu sur tous ces spectacles. Pour mieux contrôler l'événement, pour délivrer quelque chose déjà qui plaisait. Ce qui veut dire que les gens qui sont venus au match, vous n'avez pas encore vu tout notre spectacle. Ah, il y a du teasing là. Ouais. Donc la saison 2, on va encore aller plus loin dans la proposition d'un spectacle sportif qui s'adresse non seulement aux joueurs de foot, mais aussi aux amoureux de sport, aux familles, et aux enfants et aux femmes. On a 30% de notre public qui était féminin. Ok. On a adoré ça. On a adoré ça et on veut même le pousser. Ouais, non, mais encore une fois, c'est vrai qu'on en parlait au début, mais c'est quand même un pari sacrément réussi. Vous êtes à plus de 5000 abonnés sur Twitter, quasiment pareil sur Facebook, plus de 23 000 sur Instagram, ce qui explique peut-être aussi d'ailleurs la cible plus féminine, parce qu'Instagram est un réseau plus féminin peut-être que Twitter notamment. Donc la com a marché et vous vous retrouvez avec plus de 4000 personnes en moyenne dans le stade, alors que c'est pas une ligue qui est diffusée aujourd'hui en France en dehors d'un League Pass, qui est peut-être même d'ailleurs un petit peu assez onéreux pour des gens qui connaissent pas ou qui sont pas initiés à la ligue. Donc il y avait une vraie attente locale finalement, parce que plus de 4000 de moyenne, c'est plus que le casque de diamant qui a été joué cette année. Bah, vous savez, il y a beaucoup de gens dans les tribunes qui nous disaient on attendait ça depuis longtemps. Donc il y avait cette attente par rapport à un spectacle de football américain qui se joue pas n'importe où quand même, qui se joue dans un des grands lieux du sport français. Le stade français, ça représente quelque chose pour la France, pour le sport français. Donc c'était important pour nous, de montrer qu'on était sérieux, qu'on était professionnel par rapport à ça. Et une fois qu'on a non seulement mis ce spectacle qui est sérieux et professionnel, et en plus mis une équipe qui est compétitive sur le terrain, avec des matchs crève-cœur, comme celui de Francfort, mais on a fait ressentir quelque chose aux gens. On leur a donné ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire ressentir des émotions, vivre des émotions avec nous. Parce qu'ils nous ont vu pleurer à la fin des matchs. Ils ont vu combien ça comptait pour nous. Et ils nous ont vu aussi rire à la fin des matchs pour une fois quand ça marquait. Donc, ils ont vécu avec nous et même, je pourrais vous dire, on s'est beaucoup nourri de ce qui s'est fait dans les tribunes. Je vous donne l'exemple du match contre Hambourg, qu'on gagne sur les dernières minutes. Ce match-là, sans le public, on ne gagne pas. Ouais, donc c'est bien, il y a déjà quelque chose qui se crée, il faut des émotions pour créer de l'attachement aussi, et ça aussi, ça a l'air de marcher. Pour vous, ça a marché en tout cas. Exactement, et on veut aller plus loin encore. Alors, on a quelque chose de beau à présenter et à créer ensemble. Alors la question qui revient beaucoup dans le chat, c'est est-ce que ce sera toujours à Jean-Bouin? Parce que c'est vrai qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui arrivent l'année prochaine dans l'actu. Alors l'Euro de foot, il est en Allemagne, mais voilà. Est-ce que vous serez toujours à Jean-Bouin l'année prochaine? Alors, Jean-Bouin a des créneaux. Là, on est en train de travailler avec eux pour que ce soit encore Jean. Okay. Donc, c'est pas encore signé, mais forte possibilité qu'on soit encore à Jean-Bouin. On a aimé ce stade, on a trouvé des partenaires à Jean-Bouin. C'est pas juste tenez, voilà le stade et débrouillez-vous. C'était vraiment des partenaires avec qui on a construit ce qu'on proposait. Et on veut rester là-bas parce que c'est génial. On sait que les JO, c'est compliqué pour tout le monde et qu'il va falloir composer avec.
Donc on est en train de travailler dessus pour que ça se passe encore là. Une des questions qui revient souvent aussi, c'est vrai que j'aurais peut-être pu la commencer par là pour certaines personnes qui découvrent. On nous demande sur le chat, est-ce que les joueurs sont considérés comme professionnels? C'est vrai qu'il faut peut-être situer l'ELF aujourd'hui. Est-ce que c'est une ligue 100% pro au niveau de votre effectif? Alors, pas à 100%, on pourrait dire que c'est plutôt à 60, 50%, allez, c'est moins plus même. 60% pro. Parce que, encore une fois, on est sur les spécificités du football américain. On ne joue que 5 mois. Ouais. Ça, c'est une caractéristique qui, en NFL, a été gommée pour la simple et bonne raison que vous gagnez tellement de millions que vous pouvez vivre dessus. C'est pas un souci, quoi. Mais à notre niveau, c'est professionnel. Mais, encore une fois, on ne joue que 5 mois. Ouais. Donc, la majorité des joueurs ont d'autres activités. Et c'est là que c'est important, et on retombe un peu sur le but d'une structure comme les Mousquetaires, c'est d'ancrer les joueurs dans leur territoire et dans leur environnement. Ce qui fait qu'on les accompagne aussi en dehors du terrain. Et ça, c'est une mission qui est importante pour nous. On la sous-estime pas. Oui, il faut gagner des matchs, oui, il faut être rentable et tout ça, mais que les joueurs aient des situations par notre entremise, par le fait qu'on les mette en relation, par le fait qu'on les mette sur des formations, ça aussi c'est très important. On rappelle que c'est une ligue fermée, que c'est du privé, du coup, hein, on n'est pas sur des clubs, des institutions financées, etc. Au niveau financier, la ligue, elle se porte bien, vous pouvez regarder sereinement vers l'avenir? Alors, on regarde sereinement vers l'avenir, même si on a des gros défis. Attention. Disons, quand on dit sereinement vers l'avenir, c'est-à-dire qu'on a les bases pour pouvoir y aller de bon pied, mais qu'il faut qu'on fasse attention. Et toute la construction à la fois de la ligue et de la franchise, c'est se mettre en position d'avoir une réussite aussi financière. Parce que comme vous l'avez dit, hein, c'est une ligue privée, donc on ne fait pas vraiment appel au financement public, et donc on doit se financer. Et c'est une problématique que le sport en général a en ce moment. Ça veut dire que ce n'est pas que nous qui sommes là-dessus. Et le sport regarde d'un œil intéressé ce qui se passe chez les Mousquetaires, parce que si ça marche dans ce sens-là, tout en respectant les valeurs et les principes du sport français, ça peut ouvrir des portes. Toutes les franchises ont le même budget, ou alors c'est chacun fait comme il veut? Est-ce qu'il y a une limite? Comment ça se passe? Alors non, toutes les franchises n'ont pas le même budget. Par contre, il y a des outils de régulation, entre autres le salary cap. D'accord, il y a quand même un salary cap. Ouais. Est-ce que qui permet d'avoir une compétitivité assez... c'est pas le meilleur qui va acheter tous les joueurs et point final. D'accord. Est-ce que la NFL, du coup, regarde un petit peu ce qui se passe vers cette ELF? Est-ce qu'on peut s'attendre un jour à des petites passerelles, des places dans des camps d'entraînement, des choses comme ça? Alors, oui, et c'est déjà le cas, en fait. Parce que quand la Ligue s'est créée, en fait, il y a eu un accord entre la NFL et la Ligue pour l'utilisation des anciens noms de la NFL Europe. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que vous avez du Frankfurt Galaxy, du Rhein Fire, qui ont une forte signification dans ces territoires. À Düsseldorf, Rhein Fire, ça veut vraiment dire quelque chose. À Francfort, pour y avoir joué, vous dites vous êtes du Galaxy, ça change, ça change le game. Donc, il y a eu déjà ces premiers contacts et la Ligue NFL a accepté cette collaboration avec le LF en se disant on va voir. Après, il y a eu quelques joueurs qui sont passés en ELF et qui sont passés en NFL. Marcel Dabo, et puis il y a Cavante Turpin à Dallas, le retourneur et receveur, qui est passé par le LF. Donc, la majorité des Américains regardent ce qui se passe en ELF, mais surtout les équipes regardent s'il n'y a pas 2-3 talents à dénicher. Oui, ils sont jamais contre un petit centre de formation, une petite pépinière sur le côté, comme ça les arrange éventuellement. De toute façon, ils n'ont rien à perdre. Voilà, ils n'ont rien à perdre, d'autant plus que eux, ils sont de plus en plus sur l'internationalisation. Il faut savoir que la NFL a maintenant une académie à Londres qui entraîne les joueurs de 17 ans, 16-17 ans, jusqu'à 20 ans, qui les entraîne à Londres pour ensuite les placer dans des universités. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y avait un camp de recrutement pour la NFL Academy et il y avait un camp de recrutement pour les Mousquetaires. Donc on travaille main dans la main, les Mousquetaires, avec la NFL. On a de très bons rapports. Encore une fois, on est là pour faire avancer un sport qui est considéré comme, il faut le rappeler, mineur. Pas la peine de se battre. Oui. On perd de l'énergie, quoi. Donc travaillons tous ensemble et c'est ce qu'on fait jusqu'à présent. Ça marche très bien.
On est content tant avec la NFL qu'avec la fédération, qu'avec le club. On va travailler avec tout le monde. On repart sur 2024. C'est quoi l'objectif pour les Mousquetaires de Paris? Vous disiez vous étiez déçu de ne pas faire les playoffs cette année, donc je suppose que l'objectif. L'objectif, il est clair, il est net. Il faut qu'on aille en playoff. Hmm. On veut aller en playoff. Après, en playoff, c'est une nouvelle saison, tout peut se passer. Ça fait déjà un bel objectif. On va terminer, je me permets quand même de revenir un petit peu, on l'a dit, sur votre expérience NFL. On est dans une émission aussi NFL, je ne peux pas ignorer le fait que j'ai en face de moi le deuxième Français à avoir posé les crampons en NFL. Le premier formé en France, je l'avais dit, c'était en 2003 avec les Brands. Quel souvenir vous gardez quand même de votre camp d'entraînement avec les Brands en 2003? Alors, un très bon souvenir parce que ça est venu valider tout ce que j'avais pu faire avant. C'est un parcours qui s'est construit au fur et à mesure. Et pourtant, je vous le dis, hein, j'avais pas l'intention d'aller en NFL quand j'ai commencé. Hein. Pour moi, c'était très loin. Par contre, je me suis fermé aucune porte. Et mon travail a fait que j'ai pu. C'est-à-dire que quand j'ai commencé au Météor, j'avais juste envie de devenir meilleur. Quand je suis passé au Flash, on m'a permis de devenir encore meilleur. Ensuite, en NFL Europe, eh bien, ça m'a appris toutes les bases du professionnalisme. Donc, quand j'arrive à Cleveland, en fait, j'ai tous les outils. Le cahier de jeu, je le comprends facilement. Tout ce qui est ajustement par rapport au blitz et tout, je le comprends facilement. L'aspect physique, je l'avais déjà. L'intensité, ben voilà, je l'ai appris en NFL Europe. Donc, ça me permet rapidement de produire. Et ce que m'a montré ce camp, c'est ouais, j'ai le niveau. J'ai le niveau pour jouer en NFL. D'ailleurs, quand vous voyez vos joueurs à Paris aujourd'hui, parce que vous avez toutes ces expériences-là, vous avez quand même le terrain, vous avez été aussi à la Fédé, vous avez vu un peu tout. Quand vous voyez vos joueurs à Paris, est-ce que vous sentez aujourd'hui encore une différence entre l'Europe et les États-Unis? Est-ce que vous sentez qu'elle s'est réduite peut-être aussi? À quel niveau? Au niveau du jeu, au niveau de la mentalité? Ouais. Au niveau du jeu, il y a une chose et justement les mousquetaires se positionnent pour ça. Quand on regarde, la majorité du temps, quand on fait des matchs internationaux entre les États-Unis et le reste du monde en moins de 17, moins de 18, eh bien, c'est compétitif. Ça veut dire qu'ils sortent de high school, ils ont un très bon niveau, ils sont parfois souvent meilleurs que nous, mais il y a de la compétition, on est pas mal. Par contre, une fois qu'ils passent dans le système universitaire, là, ils explosent. Et là, on retrouve plus le même niveau. Et c'est ça qu'on veut faire. Et c'est ça que la Ligue se positionne. C'est ça que apportait la NFL Europe un peu. Un marchepied pour aller en NFL. La Ligue se positionne un peu comme ça aussi. Ça veut dire que ces jeunes qui sont partis en universitaire, qui ont explosé ou non, et qu'ensuite on récupère, souvent ils ont besoin d'1 ou 2 ans afin d'exploser et d'être au niveau de la NFL. Et c'est là où nous, on fait un gros travail, pas seulement dans la saison, mais aussi en off-season, pour les préparer déjà à notre saison et à plus encore, s'il y a affinité. Donc, ne vous étonnez pas s'il y a un moment, il y a des mousquetaires qui ont des opportunités du côté de la NFL. Ils vous en parlent des fois, ils vous posent des questions, ils vous demandent comment c'était, est-ce que je peux le faire, est-ce qu'ils cherchent à être rassurés par votre expérience aussi, ces joueurs-là? Alors, les joueurs, oui, viennent me demander qu'est-ce qui fait la différence, comment entre guillemets j'ai fait. Et ils cherchent des solutions, des réponses à plusieurs de leurs questions. Ce qu'ils se rendent compte aussi, et c'est arrivé l'année dernière avec par exemple Valentin Niawa, c'est que vous venez ici, vous jouez bien, et c'est la CFL qui vous appelle en premier. Et donc, vous avez encore une opportunité de rebondir, dans une ligue pro, de continuer à apprendre le très haut niveau. À un moment, on espère que le passage se fera directement pour la majorité de nos joueurs. Et ça, on n'aura pas de souci à offrir aussi des perspectives à nos joueurs vers des ligues professionnelles majeures. On a l'impression peut-être quand même que c'est un peu plus simple de se l'imaginer qu'il y a 20 ans, parce que vous disiez, moi je ne m'imaginais pas aller en NFL quand j'ai commencé. C'est vrai que maintenant, même la communication, Internet, etc., les communications sont beaucoup plus faciles entre tout le monde. On voit beaucoup plus de NFL qu'on en voyait aussi. C'est plus facile de regarder de la NFL maintenant. Vous travaillez sur beIN, vous le savez mieux que personne. Est-ce que pour eux aussi, c'est plus simple de se l'imaginer en fait quand vous leur parlez? C'est exactement ça. C'est que
ils le voient. Et puis surtout, il y a eu des exemples. Mm. Il y a eu moi, il y a eu Philippe Gardan, il y a eu d'autres exemples qui ont suivi. Et ça compte beaucoup. Moi, je me l'imaginais pas pour la simple et bonne raison que la seule personne qui était allée en NFL, bah, c'était Richard Tardif et il avait fait l'université de Georgia. Mm. J'ai pas fait d'université, j'ai joué au flash. Donc, pour moi, c'était ah ouais, ça existe. Mais par contre, une fois qu'on a ouvert la porte et que la première équipe à appeler, c'était pas les Browns, c'était Jacksonville qui avait appelé pour me recruter. Mais une fois que la porte s'est ouverte, ah bah, c'est bien, c'est entrouverte. Je vais mettre un grand coup de pied dedans et puis je vais aller danser. Bah oui. Mais alors, pourquoi les Browns et pas Jacksonville? Parce qu'il fait plus beau à Jacksonville quand même. Alors, moi, bon, franchement, ouais. Hein. Mais bon, euh, les Jacksonville, je crois qu'ils ont été un peu effrayés parce qu'ils ne savaient pas en fait que j'étais français. Ah, Alors, c'est marrant parce que les deux équipes, elles appellent et le coach il dit oui, c'est un très bon joueur, là, 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 là. Il n'est pas alloué par une équipe NFL, donc il est free agent. Mais attention, il est français. Ah, donc les deux raccrochent et vont faire leur petite enquête. mm. Et c'est les Browns qui rappellent. D'accord. Parce qu'ils ont eu beaucoup plus de renseignements. En fait, c'est des choses que j'ai appris après. C'est que j'avais eu un coach en France qui s'appelle Sam Pagano, Mm. dont les deux fils sont coachs en NFL. Ah bah oui, c'est Vous le les connaissez, père de Chuck Chuck, ouais. Pagano. Ouais. Exactement. Voilà. Et justement, c'est Chuck qui était aux Browns à l'époque. Et donc, quand on lui dit, ouais, il y a un receveur qui est français, il dit, bah, mon père a coaché en France, peut-être qu'il le connaît. Mm. Il appelle son père, et son père, comme il m'avait coaché, il dit, vous pouvez le prendre les yeux fermés, allez-y, c'est du très bon. Et l'autre aspect sur lequel il y en avait un deuxième coach O-line, qui avait coaché au Flash, et donc qui me connaissait, et il y avait un scout qui avait coaché au Galaxy, donc qui me connaissait. Et comme les trois ont validé de oui, il vous posera pas de problème, c'est un super bosseur, il est intelligent, il fera tout ce qu'il faut, eh bien, eux, ils ont rappelé, Mm. en disant, bon, bah, voilà. À Jacksonville, ils n'ont pas nécessairement eu autant d'infos, et donc ils n'ont pas nécessairement rappelé. Ils n'ont pas rappelé. Je conclue juste sur ce qu'on disait par rapport au fait que les gens aient besoin d'exemples et que vous avez servi notamment d'exemples pour y aller. D'après vous, à quelle échéance, parce que je vais vous le dire, c'est une question qu'on nous pose tout le temps sur le site, sur le chat, je crois qu'il n'y a pas une semaine où on ne me dit pas quand est-ce qu'il y aura un joueur français en NFL. Et je pense que vous êtes Bah, beaucoup plus qualifié que moi pour y répondre, donc je me permets de vous la alors, poser. alors, faut rappeler qu'il y a un joueur actuellement en NFL. Oui, Il y a Junior Howe c'est qui est vrai. au Vikings. Ouais. Voilà. Donc, il y en a un. Il n'est pas sur le terrain, mais il est en formation. Mm. Maintenant, quand on regarde tout le potentiel et tout le travail qui est fait, moi, je pense d'ici 3-4 ans, là, on aura des joueurs qui seront sur le terrain. Mm. Parce qu'on le voit, le français s'exporte bien. Il a besoin d'un peu plus de temps parce que culturellement et par rapport à la langue, c'est pas aussi évident. Mm. Mais le français s'exporte bien. Donc d'ici 3-4 ans, on verra un Français sur le terrain en NFL. En tout cas, on a l'impression qu'on en est de plus en plus proche, parce qu'il y a eu Anthony Maungu, il y a eu Sébastien Séjean qui ont tapé à la porte, qui n'était pas très loin, et puis il y a maintenant les Mousquetaires, il y a l'initiative NFL internationale, par laquelle est passé Junior AO d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, il y a plein de choses, donc on a vraiment l'impression que c'est qu'une question de temps maintenant. C'est exactement ça. Et le fait de créer une académie à Londres n'est pas Mm. innocent. Ouais. Ils se sont dit, bon, on ne peut pas faire confiance dans le système fédéral pour créer des joueurs de haut niveau. Mm. Autant les prendre très tôt, les envoyer en université et les récupérer après en NFL. Comme ça, Mm. on a des Français, des Allemands, des Suédois en NFL. Mm. En parallèle à ça, en plus, il y a la Ligue OLF qui se monte et qui est aussi une passerelle. Plus on multiplie les passerelles, plus on aura de chance. Oui, et puis il y a aussi Emerick Kumba qui est à Michigan, il y a aussi même des gens qui passent par la fac, enfin, ça passe de partout, hein, on nous le rappelle sur le chat. Merci beaucoup Marc-Angelo, je vais vous quitter avec une dernière question, parce que quand même, vous êtes observateur avisé de la NFL, vous êtes consultant pour beIN Sport, je suppose que là vous êtes sur le chemin. Un petit pronostic quand même pour le Super Bowl avant de partir. Alors, déjà, on a un peu là, ce soir, on a un match entre deux super prétendants, les Eagles et les 49ers du côté de la conférence nationale. Mm. Et du côté de la conférence américaine, je vois bien une bonne petite surprise. Ah, Allez,
je verrais bien un petit Miami Ok, faire la surprise, atteindre le Super Bowl, et ils rencontreront là-bas les 49ers. très bien. Et alors, qui gagne ce... C'est une belle affiche, hein. Les Niners gagnent. Ok, victoire des Niners, on la retient. Et ça refait le remake du Super Bowl de 1984 ou 85, je crois, entre les Dolphins, Joe Montana et Dan Marino, Mm, où malheureusement les Dolphins avaient déjà perdu. c'est vrai. Bon, et ben merci beaucoup en tout cas, Marcangelo. C'était vraiment un plaisir. On a appris plein de choses. Et puis, bah, la porte est toujours ouverte. On fait le bilan après la deuxième saison l'année prochaine, hein. Bah, avec plaisir, et puis même pendant la saison, allons-y, hein. Et bah, pourquoi pas. Merci beaucoup en tout cas, Marcangelo. Merci, bonne soirée. Merci de même. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir. On se quitte comme ça et on remercie infiniment Marcangelo Souma d'avoir été avec nous. Il a une longue soirée qui l'attend à Beansport. J'espère que vous avez apprécié cette intervention. On a appris plein de choses. On a essayé de relayer un petit peu au fur et à mesure vos questions. Bon voilà, je vois que ça a apprécié dans le chat. On tenait à l'avoir parce que c'est vrai que c'était... il l'a très bien dit, ça a été quand même un sacré phénomène. Les mousquetaires cette année, ça a très bien démarré. Ça a été très suivi, il y a eu du monde à Jambouin, on a eu plein de retours positifs, même nous, je veux dire, on nous en parlait tout le temps sur le site, sur les réseaux sociaux, etc. Et donc il y a quand même une belle équipe avec une belle identité à Paris et on était très content de pouvoir l'avoir pour en parler. On a mis un petit peu de temps, finalement, on fait ça au cœur de l'hiver, ils ont fini à la rentrée, mais en tout cas c'était vraiment top de pouvoir faire un bilan et encore une fois, c'est ce que on se disait à la fin, on le réinvitera avec plaisir. Voilà, en tout cas, et je vois que ça vous a plu dans le chat, donc c'était top. On reviendra encore une fois sur les aventures des vous m'embrouillez, vous parlez des léopards de Rouen dans le chat, j'allais dire sur les aventures des léopards, sur les aventures des mousquetaires. Voilà, sur les aventures des mousquetaires. Bon, je vois que tout le monde a apprécié dans le chat. On va aller tous mousquetaires dans la rédac et le chat de TDA. Bah ouais, non, mais il y avait des gens de TDA d'ailleurs, il y avait pas mal de monde de TDA qui était allé voir les premiers matchs et tout ça, donc c'était vraiment très cool. Belle ambiance à Jambouin et vous avez été plusieurs dans le chat à dire que vous avez apprécié l'ambiance aussi. Content en tout cas que vous ayez apprécié cette interview. Voilà, je vois que vous êtes bien, qu'il y a du monde qui arrive qui est arrivé dans le chat d'ailleurs au fur et à mesure là, de cette interview. On va donc enchaîner avec la suite de nos programmes, comme dirait l'autre. Je vais juste prendre un petit peu d'eau. J'ai un petit peu mal à la gorge aussi. J'ai essayé de ne pas boire pendant l'interview quand même. Donc voilà, donc en tout cas c'était très sympa, c'était un bon moment et on va revenir à la NFL, mais on garde un œil évidemment sur tout ce qui se passe du côté des Mousquetaires de Paris. On l'a dit, hein, on a parlé là de l'intersaison, Zach Edwards, etc. C'est vrai qu'ils avaient un super quarterback en plus cette année. Spectaculaire et tout ça, donc ça a été vraiment top. On espère qu'ils vont le garder, on espère qu'ils vont construire là-dessus. Et puis honnêtement, voilà, plus il y a de choses qui marchent, et c'est vrai qu'à Paris c'est sympa en plus d'avoir quelque chose qui marche bien, donc voilà, on va vraiment suivre ça du mieux possible. On va passer au pronostic de la semaine, on va revenir à la NFL parce qu'il y a des matchs quand même ce soir, hein. Pourquoi ça parle d'un petit pastis bien frais? Mes débuts NFL sur Beansport avec Marcangelo Souma, que de souvenirs, merci TDA. Voilà, Zingala. Bon, bah, je pense qu'en tout cas, il était. Je pense que ça a dû lui faire plaisir aussi. Il est des souvenirs NFL pour plein de monde, hein. C'est-à-dire que moi, ça me faisait aussi très plaisir d'avoir Marcangelo Souma au bout du fil, parce que c'est aussi des souvenirs. Je disais qu'il était au Brands en 2003. Moi, je commençais à peine, ça faisait quelques années que je suivais, mais c'était pas aussi facile de suivre. Donc, ça fait partie des noms, hein, Marcangelo Souma, Philippe Gardan, Samir Hamoudi, tous ces joueurs qui étaient en NFL Europe et dont on entendait parler. On entendait qu'ils étaient aux portes de la NFL. Sébastien Séjean un peu plus tard, je crois que c'était avec les Rams. Sébastien Séjean, c'est 2007 ou 2008, je crois. Donc voilà, en tout cas, c'était hyper. Voilà, ça fait partie de ces gens qui sont là depuis un moment. On en parlait. Il a fait beaucoup de choses. Il est présent dans le monde du foot américain depuis 20 ans, Marcangelo Souma. Donc il a vu beaucoup de choses. Et alors, pour être très honnête, je crois que c'est la première fois qu'on se parlait. C'était la première fois qu'on se parlait, mais je l'ai toujours vu passer dans le monde du foot US depuis tout ce temps. On va passer au pronostic. J'essaie de vous mettre ça en plein écran. Le web, c'est par là. Bah, l'image, elle est un peu petite là.
L'image est un peu petite et si je la mets plus grande, ça va vous enlever les pronos de Lucas. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va se débrouiller. On va se débrouiller comme ça. On va donc passer au pronostic de la semaine. Tout le monde avait vu les Cowboys. Ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Mais si je fais ça, pourquoi c'est si bas? Non. J'essaie de voir ce que je peux... Ah, je sais. Je vais juste modifier un peu ma fenêtre pour vous les faire remonter si j'arrive à la faire remonter. Non, j'ai un petit bug sur mon affichage. Ah voilà, ouais, on va faire ça. Décidément, il est retort aujourd'hui. Il est retort. Ah, pourquoi j'arrive pas ça me rend fou, j'arrive pas à modifier ma fenêtre. Voilà, regardez ça, on va faire remonter le truc. Tac, voilà, on va faire revenir un peu. 2008 et 2009, les Rams, ouais, pour Sébastien Séjean, c'est bien ce que je me disais. Donc, les pronos du jour. Tac. Oh, décidément, les réglages, voilà. Donc, Cowboys, tout le monde avait bon. Titans, Colts, tout le monde a mis les Colts, sauf Grégory. C'est vrai que les Titans, après c'est dur, il n'y a pas de ligne offensive, c'est ce qu'on disait, Will Levis est très très mal entouré. Moi j'avoue que j'ai tendance à aller sur les Colts parce que mine de rien c'est plutôt pas mal coaché, ça se débrouille bien malgré les blessures, malgré les problèmes dans l'effectif, etc. etc. Oui, alors la cam est en plein devant Victor et Lucas, mais après on voit les miens, on voit ceux de Raoul, on voit ceux de Greg. Bon, on va se débrouiller avec ça. Je vous dirai combien ils ont. Je vous dirai ce qu'ils ont pronostiqué. Donc les Colts pour les Titans sont jamais perdus à domicile cette année. Ah, j'avais pas la stat Fly Raiders. Ouais, enfin pour le coup, je sais pas si c'est ça. Voilà. Chargers, Patriots, Chargers, c'est à New England. On a tous mis les Chargers. Ça paraît être plus fort, c'est ce que je disais au début de l'émission. Ils sont quand même pas très très bons en théorie, les Patriots. Merci à Tom pour le tip de 35 €. Enfin, je vois en plus, parce que tout à l'heure, j'avais pas le retour à l'écran avec les tips. Donc merci à tous ceux qui tips. Je rappelle, si vous venez d'arriver sur le live, les nouveaux calendriers TDA sont arrivés sur Tipeee. N'hésitez pas à aller jeter un œil. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et vous pouvez toujours prendre les porte-clés, les stylos, etc. etc. Donc n'hésitez pas. Oui, les Colts sont minchou. Donc Chargers pour tout le monde, même si leur défense n'est pas très bonne. Attention, vous me direz, hein, ils n'ont pas une bonne défense contre le sol. Les Patriots aiment bien courir. Il y a quelqu'un qui essaie de me déstabiliser en parlant de Nicolas Cage sur le chat, mais je ne céderai pas. Donc Chargers pour tout le monde. Saints Lions, c'est le match qui est sur 6play ce soir, commenté par mes camarades Lucas Vola et Grégory Richard, que je salue. Ils doivent être en train de se préparer, ils sont à 23 minutes de l'antenne, donc je suppose qu'ils sont dans cette période là. Pour vous donner les coulisses, généralement on est au moment où Greg récupère son plat à emporter et mange. Voilà, pour vous dire les coulisses de tout ça. Il est en train de grignoter dans la cabine de commentaires, je pense. Donc un grand bonjour à Greg s'il nous regarde dans la cabine de commentaires. Je ne pense pas. En général, on regarde pas le fauteuil, on se prépare. Donc, je disais, Lions Saints, on donne les Lions qui ont perdu. Ils ont pris une belle claque quand même à Thanksgiving contre les Packers. Les Saints, c'est pas facile au Superdome. Ils ont quand même pas mal de playmakers. Après, le Dan Campbell ICO, c'est vrai, Benoît, Dan Campbell qui était coach des Titans des Saints avant d'être coach des Lions. Ils auraient peut-être mieux fait d'embaucher Dan Campbell, hein, d'ailleurs, les Saints, que Dennis Allen. Bon. Grégory, il est d'humeur joueuse, hein, parce qu'il a pris les Saints, on prend tous les Lions, il a pris les Titans, on prend tous les Colts, et ensuite il a pris les Jets, alors qu'on prend tous les Falcons. Alors ça, je crois que c'est sa superstition de ne pas pronostiquer sur les... bonjour à Dr Good et merci à lui pour son abonnement. Mais ouais, alors je crois que c'est son truc de pas pronostiquer pour les Falcons parce qu'il a toujours peur de porter la poisse aux Falcons, il est superstitieux. Donc voilà, après c'est vrai que c'est compliqué. Alors ceci étant dit, ils ont une très très bonne défense, hein, les Jets, mais c'est toujours pareil, quoi. C'est-à-dire qu'il faut marquer plus de 20 points, donc c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Steelers Cardinals, ça allait un peu mieux en attaque pour les Steelers la semaine dernière. Il y avait des comment dire, des yards, beaucoup de yards, mais pas beaucoup de points. Là, il pourrait quand même y avoir des yards et des points contre les Cardinals. J'allais dire attention quand même. Kyler Murray a pas mal joué, mais le problème c'est que la défense des Steelers est très très forte et puis peut réussir les grosses actions en fin de match. Donc voilà. Donc j'irai sur les Steelers. On est tous allés sur les Steelers. Je vous dirai ce qui ont mis Lucas et Victor pour les derniers matchs. Commanders Dolphins, on a tous mis les Dolphins pour des raisons évidentes, hein, notamment la supériorité de l'attaque de Miami sur la défense des Commanders. Ça me paraît assez évident. Donc ça, c'est du Dolphins pour tout le monde. Texans Broncos, c'est un des plus incertains à mon sens aujourd'hui. J'ai mis les Broncos, merci à Wellness
Wellis, pour son abonnement de niveau 1. Oui, alors je suis désolé, il y a la pub qui est partie au tout début de l'interview tout à l'heure, mais je pouvais pas faire autrement. Notre invité était là, etc. Et c'est compliqué quand on a invité de lui dire oh, attendez 2 minutes, on va blablater pour manger la pub. Bon voilà, il y a le replay qui est évidemment sur YouTube. Si vous avez raté de toute façon le début de l'interview, on met les replays sur YouTube dans la foulée et on mettra en podcast aussi. N'oubliez pas de vous abonner au podcast d'ailleurs. Je vous mets les liens. Donc, il sera en replay podcast aussi demain. Donc voilà, tout. Même si des fois il y a la pub qui part, c'est pas perdu à jamais. Il y a quand même les replays qui sont là et qui n'ont pas de pub dessus. Là. Et je crois que même sur le replay Twitch, quand vous êtes abonné, il n'y a pas la pub dessus. Wells. Ok. Merci à Sparrow pour le type. Il y a plein de bruit de type dans mon oreille, c'est beau. On va bien finir l'année. Et je le rappelle, hein, c'est pour l'équipe, les types, ça va directement pour l'équipe, les gens qui font le podcast, etc. Il y en a de plus en plus. Donc voilà. Mais non, normalement, les questions du quiz, ça devrait aller. Mais alors, il y en a une qui est impitoyable, vous allez voir. Je suis fier de ma bêtise. Buccaneers Panthers. Alors, pardon, Broncos. Donc, moi, je mets les Broncos. Ils sont sur une bonne série. C'est bien coaché. Mais bon, CJ Stroud, c'est quand même hyper explosif, etc. Alors, je mets les Broncos. Victor met les Broncos, vous ne le voyez pas à l'écran. Et tous les autres mettent les Texans. Honnêtement, je pense que les deux voilà, j'ai beaucoup hésité, donc ça peut aller des deux côtés. Buccaneers Panthers, tout le monde a mis les Buccaneers. C'est une équipe de vétérans quand même contre une équipe des Panthers qui a du mal, donc ça me semble quand même assez logique. Rams contre Browns, tout le monde a mis les Rams. Alors des fois, je le dis souvent, c'est pas parce qu'il y a de l'unanimité qu'on pense tous que l'équipe va écraser l'autre. Et des fois c'est stratégique, c'est-à-dire que moi, pour être honnête, là dans le doute, Victor a pris la tête des pronos, 1 point devant Lucas et moi, si je dis pas de bêtises, hein, j'ai plus les scores là sous les yeux, mais je crois que c'est ça. Donc c'est me dire je vais pas perdre 1 point sur une bêtise. Mine de rien, avec leur défense, je pense que les Browns sont dans ce match. Je serais pas étonné qu'il y ait une victoire des Browns, je tombe pas de ma chaise. 49ers, Eagles 49ers, pardon, parce que c'est à Philadelphie. Celui-là, il est original parce que les Eagles ont le meilleur bilan. Et pourtant, je crois qu'officiellement, ils sont outsiders, même chez Unibet, par exemple, chez tous les bookmakers, etc. Et puis, mine de rien, ils ont le meilleur bilan. Pourtant, ils sont outsiders. Et les 49ers sont aussi favoris dans nos pronos, visiblement, puisque j'ai pris les Niners. Victor et Lucas aussi, Raphaël aussi. Donc, il n'y a que Grégory et Raoul qui prennent les Eagles. Bon, après, c'est du 50-50, hein, ce genre de match-là. Donc voilà. Mais ça va être un super match. Je ne sais pas sur quoi ça va se jouer, honnêtement. Un grand match de Christian McCaffrey ou Brock Purdy. Il faut voir aussi si Brock Purdy va tenir dans ces conditions-là. C'est un bon test pour Brock Purdy, mine de rien, ce match. McNepsy qui dit CJ Stroud, il a un petit côté Wilson John. Je suis pas tout à fait d'accord parce que Wilson, ça passait pas autant. Russell Wilson, sa première année, il est utilisé de manière raisonnable et limitée, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Parce que c'est... comment dire Donc ouais, non, Wilson, il envoyait moins. Il avait moins de responsabilités, il envoyait moins. Pourquoi il y a une coupure publicitaire là, par contre? Oh, ça c'est relou. Moi j'ai mis une pub par heure et je comprends pas pourquoi il m'en remet là alors qu'il y en a eu une il y a 42 minutes. Ça me... je vous jure qu'on se bat avec Twitch, c'est-à-dire que les mecs changent les configurations des pubs des fois sans le dire et tu crois l'avoir réglé. Enfin bon, bref. Donc je le dis toujours, hein, on jongle, on essaie de trouver le meilleur équilibre pour pas que tout le monde ait à s'abonner ou quoi, mais... C'est vraiment galère. On a l'impression de se battre contre les moulins en permanence avec ces trucs-là. Ouais, Jeff Bezos, il a besoin de d'oseille visiblement, mais au bout d'un moment. Mais pour vous dire, hein, c'est-à-dire que McNepsy dit alors Wilson un peu moins jeune. Ouais, voilà, peut-être Wilson un peu moins jeune, mais il avait moins à envoyer. Il y avait un bien meilleur jeu au sol et une bien meilleure défense. Wilson, il avait une défense exceptionnelle et un jeu au sol exceptionnel avec lui. Il y avait quand même Marshall Lynch et compagnie avec lui. Donc oui, comment dire, Jeff Bezos a besoin d'argent, petit aparté, mais pour vous dire, c'est-à-dire que Twitch, pour vous inciter à mettre plus de pubs, vous donne une part des revenus publicitaires moins importante si vous en mettez moins. C'est-à-dire que vous avez, je crois, 50% des revenus pub si vous mettez 3 minutes ou 4 minutes par heure. Et en fait, si vous mettez qu'une minute, il vous donne que 30% des revenus pub, ce qui est dégueulasse en soi, puisque c'est toujours des pubs, si vous voulez. Mais en fait, pour vous inciter à en mettre plus et eux à engranger plus
d'argent, en fait, moins vous en mettez, plus ils réduisent votre part sur les pubs. Voilà, c'est pour vous dire ce à quoi on est confronté. Donc on a toujours le dilemme, est-ce qu'on en met plus, est-ce qu'on en met moins, est-ce que machin, bah oui, mais ça serait bien d'avoir une petite part un peu mieux, mais en même temps on n'a pas envie d'inonder nos auditeurs de pubs. Donc voilà, on est euh, comment dire, en nouvelle aparté. C'est pour ça que on préfère travailler avec des partenaires plus en direct, comme Unibet, comme Brooklyn Fizz dont je parlais tout à l'heure, etc., avec qui on a des relations en direct, avec qui on s'entend bien. Voilà. Je... La pub me permet de regarder Nicolas Cage. Bref, mais oui, après, c'est vrai que moi je suis un peu touchy là-dessus, mais il y en a qui me disent dans le chat que vous avez l'habitude, parce que vous avez l'habitude de Twitch, c'est vrai, hein, peut-être que c'est moi qui suis pas encore habitué à ça. Merci à Benoît pour le tip. On finit donc les pronos, Packers-Chiefs dans la nuit, tout le monde a mis les Chiefs. C'est évidemment logique quand même, c'est une équipe qui a le meilleur bilan. Et puis dans la nuit de lundi à mardi, Jaguars-Bengals, les Jaguars font l'unanimité. Bah, c'est vrai que maintenant c'est Jake Browning aux commandes, c'est un peu plus dur quand même, hein, pour cette équipe malheureusement de Cincinnati. Sans Joe Burrow, malheureusement, voilà, il y a quelque chose de plus compliqué pour ces Bengals. On va passer aux cotes de notre partenaire Unibet, justement, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Est-ce qu'on est en ligne? Yes. Et est-ce qu'on voit bien? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui? C'est pas mal, mine de rien, le Broncos à 2,20. Moi, j'ai parié sur les Broncos. Alors, quelqu'un demandait, au fait, je fais un aparté dans l'aparté encore, pourquoi je disais que je voyais, on s'alignait sur les pronos, etc., et parier en dernier sur les pronos, c'était un avantage. En fait, on a un classement des pronostics. Celui qui est en tête doit pronostiquer le premier. Voilà, c'est comme ça que ça marche chez TDA. Depuis 12 ans qu'on fait le podcast. Le premier doit pronostiquer le premier, le deuxième en deuxième, etc. etc. Merci à Dak Forbest du type. Et donc, en fait, ouais, c'est pour ça que je disais, on essaye de s'aligner des fois. C'est que voilà, si t'es deuxième et que tu vois que le premier il a mis un truc et que t'es pas sûr, bon, tu mets la même chose pour pas te faire distancer, quoi. Donc Denver à 2,20. Vous êtes plusieurs à réclamer Jalen Hurts. Alors les Eagles sont à 2,12 quand même. C'est-à-dire que moi je vous disais c'est un 50-50, je mets les 49ers en pronostic, mais 2,12 quand même, quoi. Jalen Hurts, marqueur de touchdown. Alors marqueur, premier, dernier, parce que vous pouvez pronostiquer qu'il marque en premier ou en dernier, évidemment. Les deux joueurs marquent un touchdown. Vous avez Hurts et McCaffrey. Marqueur de touchdown. Ah oui, 2 touchdowns de Jalen Hurts. 5. Waouh. Jalen Hurts 3,30 à marque et son équipe gagne. Ah oui, alors les gages pour les pronos, je suis désolé, mais il faudrait qu'on y repense, hein. Allez, on dit Jalen Hurts et son équipe gagne. Soyons fous. Hop. Et j'essaie, du coup, comment je reviens? Hop là, football américain, NFL. Je cherchais mon menu. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc j'ai mis Hurts avec son équipe gagne. Bim. C'est probable les 2 de Hurts. Excellente cote. C'était à 5, hein, je crois. Ah ouais, 2 de Hurts quand même. Ouais, pourquoi pas. Non, mais en vrai, c'est pas. Ouais, c'est vrai que s'il y a bien un quarterback qui peut en marquer 2, c'est lui. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme cote un peu sympa? Donc, il y avait les Eagles à 2,12. Les Bengals sont à 3,80. Wow. Les Cardinals à 2,85. Ça peut être une belle surprise, hein, les Cardinals. Les Jets, les Falcons. Ah, je vais arrondir avec les Lions à 1,42. Voilà. Je vais arrondir avec les Lions à 1,42. Et donc, ça nous fait... Je sais pas si je peux... Ah ouais, à chaque fois, j'ai le problème. Il va falloir que je recalibre mon écran. Parce que du coup, vous ne voyez pas Vous ne voyez pas mon petit bulletin. Comment je peux faire pour que vous le voyez? Bah, ça, c'est ma bêtise. Donc, 3,30 pour Hurts et son équipe gagne. 2,20 pour les Broncos. 1,42 pour les Lions. Donc ça, c'est les 3 codes que vous pouvez jouer à part, évidemment, si vous le souhaitez. Et le combiné de ça, si vous le jouez ensemble, ça fait 5 € misés, 51,55 € de gain potentiel. C'est un combiné assez risqué, hein, quand même, grosso modo. Mais bon, pourquoi pas. Voilà. Encore une fois, je le rappellerai à chaque fois dans toutes les chroniques Unibet cette année. Évidemment, on joue pour se marrer, pour se faire plaisir. Et c'est de l'argent. On dit je joue 10 balles et voilà. C'est pas pour se faire un salaire ou quoi que ce soit. On considère que c'est de l'argent. Voilà, je mets 10 balles et je vais les perdre. Si je les récupère, c'est bien. Mais c'est pour se marrer. On est d'accord.
Voilà donc pour les pronos pour les cotes pardon, de notre partenaire Unibet. Je vous remets le lien dans le chat. N'hésitez pas à utiliser le lien. Évidemment, vous le voyez dans le chat. C'est un lien traqué, comme on dit. Donc, ils sauront que vous venez de notre part. Évidemment, ça nous aide si vous vous inscrivez. On va revenir à ça et on va revenir au quiz. Ah, le quiz. Le quiz. Alors là, on a un quiz, évidemment, Paris. Alors attendez, je vais lancer ça. J'espère que ça va bien s'afficher. Alors, Your Quizzes, le fauteuil semaine 13, Start Quiz. On dit quiz dans l'est de la France. Je salue mes amis alsaciens. C'est pas une bêtise, j'ai un vrai ami alsacien qui dit quiz et j'aime beaucoup. Voilà, ça s'affiche bien là. Donc, je vais revenir à ma config normale et lancer ça. Ça doit être beau d'avoir 10 balles à perdre. Oui. Allez, on va lancer le quiz. Le quiz qui s'appelle Ici c'est Paris. Donc là, vous avez le thème. C'est... Alors, je rappelle, parce que ça fait quelques semaines que moi, j'ai pas été là. Le quiz, en effet, le quiz. Mais c'est le quiz, et des fois, il allait chercher un burger au Quick aussi. Voilà. Mais je sais pas pourquoi il parlait comme ça. Mais bon, voilà. Donc, on joue avec QuizKit. Si vous êtes sur ordinateur, ce qui est le cas de moins en moins de gens, mais bon, vous pouvez cliquer directement sur les réponses, mais n'oubliez pas de lier votre compte Twitch à QuizKit. Comme ça, votre pseudo apparaîtra dans les vainqueurs. S'il n'y a pas de pseudo, je peux pas. Si c'est marqué contestante numéro machin, je peux pas vérifier. Donc, je prendrai le premier pseudo vérifié pour le lot. Si vous êtes sur mobile, il y a un petit lien QuizKit en haut à droite du chat et vous cliquez sur le petit logo QuizKit et vous pouvez lier votre compte et jouer. Voilà. Le lot de cette semaine, le nouveau calendrier TDA, bien évidemment, parce qu'il est magnifique, il me couvre. Ah ouais, en fait, il fait double emploi, comme ça je peux faire de la radio. On ne voit que le calendrier, on ne me voit pas moi. Donc le premier calendrier partira donc pour le vainqueur du quiz de cette semaine. Je vais passer le chat en emoji, comme ça personne ne peut spoiler les réponses, et on va démarrer le quiz. Le chat est en emoji, c'est parti pour le quiz. Quel était le premier nom des... J'en mets du temps à s'afficher. Quel était le premier nom des mousquetaires de Paris? Parce qu'ils avaient eu un premier nom pendant quelques semaines avant de s'appeler les mousquetaires. Est-ce qu'il s'agissait des baguettes, des Falcons, des croissants ou des Saints? Quel était le premier nom des mousquetaires de Paris? Il avait été annoncé officiellement et puis il y avait eu un petit changement rapide, hein, ça restera anecdotique dans l'histoire de la franchise. Quel était le premier nom des mousquetaires de Paris? Les baguettes, les Falcons, les croissants ou les Saints? Ça aurait été marrant les Paris croissants. C'était les Saints, 92 bonnes réponses, très bien joué. Ce qui avait dû faire plaisir à Grégory Richard d'ailleurs, qui aime bien les Falcons, donc qui n'aime pas trop les Saints. Il doit être content qu'ils aient changé de nom. 92 bonnes réponses, tout le monde est en lice pour l'instant, encore quasiment. On est parti pour la deuxième question de ce quiz. Dans quel stade ont joué les mousquetaires en 2023? Est-ce qu'ils jouaient au stade Jean Bouin? Est-ce qu'ils jouaient au Parc des Princes? Est-ce qu'ils jouaient au stade Jean Moulin? Ou est-ce qu'ils jouaient au stade Robert Diochon? Il y a une petite private joke. Est-ce qu'ils jouaient à Jean Bouin, à Jean Moulin, au Parc des Princes ou à Robert Diochon? Allez, 0 secondes, on va voir la bonne réponse. Il n'y a pas de stade Jean Moulin? Il jouait à Jean Bouin, 101 bonne réponse. Bien joué. Il y a une personne qui a répondu Robert Diochon. On voit les Rouennais. Parc des Princes, une réponse. Jean Moulin, 4. C'était bien sûr. Le stade Jean Bouin, ça a été mentionné plusieurs fois dans l'interview, là, quand même. Question 3. Je suis tellement impatient de la question 5. Question 3. Comment s'appelait le quarterback américain des Mousquetaires en 2023? On en a parlé aussi. Est-ce qu'il s'appelait Anthony Edwards? Est-ce qu'il s'appelait Edwards aux mains d'argent? Est-ce qu'il s'appelait Edwards Norton ou Zach Edwards? Je me suis fait plaisir cette semaine. Est-ce qu'il s'appelait Anthony Edwards, Zach Edwards, Edwards Norton ou Edwards aux mains d'argent? Le gars est fier quand même. Le gars est fier. Alors, comment il s'appelait le
quarterback des Mousquetaires de Paris. Ah oui, alors du coup, j'espère des... Parce que là, je fais des blagues, je suis content et tout. Donc j'espère des réactions, mais je ne peux pas parce que j'ai mis le chat en emoji. On montre la réponse. C'était Zach Edwards, 82, bonne réponse. Et Anthony Edwards, c'est un joueur des Minnesota Timberwolves. Edward Norton, c'est un acteur. Et Edwards aux mains d'argent, c'est évidemment le héros d'un film de Tim Burton. Je suis vraiment content de mes bêtises, c'est bien. Au moins, ça me rend heureux. Question suivante, la question 4. On a mis un peu de temps à s'afficher. Hop, le 27 août, les Mousquetaires ont écrasé les Dragons de Barcelone. Sur quel score? Est-ce qu'ils ont gagné 40-0? Est-ce qu'ils ont gagné 45-3? Est-ce qu'ils ont gagné 50-9? Ou est-ce qu'ils ont gagné 70-10? Le 27 août, les Mousquetaires ont écrasé les Dragons de Barcelone. On en a parlé dans le... Incroyable cet emoji. Je savais pas qu'on l'avait, Tarnéfis. C'est bien celui que je pense que c'est? C'est border, mais... Allez, 40-0, 40-3, 50-9, 70-10. La bonne réponse, c'était 50-9. Vous avez été 47 à trouver la bonne réponse. Ça fait beaucoup de chiffres. 70-10, c'était le score du Dolphins Broncos cette année. C'est pour ça que je l'ai mis. 40-0, c'est 3 balles de jeu. Et 45-3, je sais pas. On termine avec la question 5. Alors attention, parce que ça, c'est un thème récurrent dans... J'espère que vous suivez les émissions preview quand même de TDA, les podcasts, parce que là on va être dans le TDA Universe. Je vais vous le dire tout de suite. Question 5, puisqu'on est sur un quiz à thème Paris. Question 5, c'est parti. Quel est le prix moyen du mètre carré dans le 16e arrondissement de Paris, près du stade Jean-Bouin? Est-ce que c'est 10 078 € le mètre carré? Est-ce que c'est 11 986 € le mètre carré? Est-ce que c'est 13 504 € le mètre carré? Ou est-ce que c'est 15 589 € le mètre carré? Le prix moyen du mètre carré dans le 16e arrondissement de Paris, près du stade Jean-Bouin. Selon, je crois que j'ai chopé ça sur seloger.com ou un truc comme ça. Voilà, j'avais envie de faire une question prix du mètre carré à Paris, ça me démangeait depuis le temps. Alors, combien de combinés Unibet faut passer? Je remets le chat en normal si vous voulez réagir. La bonne réponse est 11 986 € du mètre carré. C'est le prix moyen du mètre carré dans le 16e arrondissement, près du stade Jean-Bouin de Paris. Donc, ça coûte moins cher d'aller voir les Mousquetaires que d'y habiter, très, très visiblement. Alors, vous voyez, vous êtes défaitiste sur le prix du mètre carré à Paris. Vous avez été trop cher. Il y a plus de gens qui ont mis au-dessus. Il y avait 41 bonnes réponses sur 41 réponses sur 13 000, 31 à penser 15 000. Donc non, c'était 11 986 € le mètre carré. C'est évidemment déjà bien trop cher, mais bon, voilà. On est sur... Ouais, ici, c'est vraiment Paris. Ouais, clairement. On est quasiment à 12 000 € le mètre carré, donc bon, c'est pas mal. On montre le résultat final qui... Ça travaille sur M6, ça donne du mètre carré. Alors non, on a toujours parlé de mètre carré et d'acheter des trucs à Paris dans les émissions prévues. C'est pour ça que j'en parle. On fait toujours des combinés Unibet pour s'acheter un mètre carré à Paris. Allez, on donne le résultat final. C'est McNepsy qui l'emporte. Ouf, et ça s'est joué à 10 points. 10 points devant Zulganub, 91 127 à 91 117, c'était ultra serré. Merci et félicitations. 240 000 € le studio de 20 mètres carrés. T'imagines le délire? Incroyable. Incroyable. Et c'est même pas l'arrondissement le plus cool de Paris, on est d'accord. Merci à tous. Et j'allais dire, donc McNepsy, mets-nous un message dans le chat. Il est où McNepsy? Vas-y McNepsy, il faut un message pour que je puisse t'envoyer un message. En positif, ouais. Alors, il est où McNepsy? Il me faut un message pour pouvoir lui envoyer un petit message. Mais en tout cas, on est pas mal. Ah bah voilà, hop, victoire sur de l'immobilier. Bien joué. Chuchoté, je fais... Regarde, je t'envoie un message McNepsy et tu me réponds avec nom, prénom, adresse postale. Et comme ça, je t'envoie le calendrier. McNepsy donc l'emporte sur ce quiz. Et oui, il fallait être affûté sur le prix du mètre carré à Paris. On fait un quiz Paris, donc moi je suis obligé de mettre du mètre carré à Paris, ça me fait toujours rire. Voilà, ça me fait toujours marrer.
On va terminer là-dessus. Troisième motet, bon, c'est déjà bien, hein, il y avait du monde quand même qui jouait. Hop là, bah non, c'est pas ça que je cherchais. Donc c'est déjà un très très bon résultat. Mike Nepsy, donc t'as reçu le match. 22e sur Quiz Paris, c'est pas si mal, Python Farceur. Bah oui, c'est vraiment déjà pas mal, vous avez tous été très bons. On vous rappelle que l'émission vous est présentée par Unibet, votre partenaire, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. N'hésitez pas à aller y faire un tour, je vous remets le lien dans le chat. Je vous remets le lien aussi pour Tipeee, le calendrier 2024. C'est délirant, je ne sais pas gérer une perspective de caméra. Je vous remets le lien pour Tipeee. Si vous voulez le calendrier 2024 TD Actu, je vais aller acheter des enveloppes demain et je vous enverrai tout ça. J'ai pris un peu de retard dans les envois de certains Tipeee parce qu'on a dû faire un réassort sur les sous-verts, que ceux qui ont demandé des sous-verts récemment. M'excuse, ça met un peu de temps parce que j'ai dû faire un réassort, il a fallu en refabriquer, je vais y arriver. Je vous rappelle que évidemment vous retrouvez les membres de l'équipe TDA sur Sisplay, là ils ont dû prendre l'antenne d'ailleurs, hein. Je vais vous laisser aller les retrouver. Lucas Vola, Grégory Richard, Saints contre Lions, c'est le match de ce soir à 19h. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à notre invité encore Marc-Angelo Souma de nous avoir rejoints, merci à vous tous sur le chat évidemment parce que tout ça n'est pas possible sans vous. On va se quitter là-dessus. Bon match à tous, bonne soirée à tous et bon dimanche. C'était top. On se met un petit générique et on se dit à ciao, ciao. Ciao tout le monde. Allez. Là c'est mieux. Voilà, si je mets pas le... Allez, bonne soirée tout le monde.